Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 février 2021 et le couvre-feu est entré en vigueur depuis 4 minutes. C'est extraordinaire le silence de la nuit. Nous l'avions oublié. Vous savez, la nuit, la nuit a été capturé, a été volé par l'électricité. La nuit existait avant l'ère industrielle. Et l'ère industrielle s'est emparée de la nuit. Alors on se bat maintenant contre la nuit et là, on retrouve le silence. Cette pandémie est très étonnante aussi. Beaucoup de commerçants, c'est ce que j'ai lu ici et là, ne sont pas tant contents de reprendre leurs activités. Je parle ici de petits commerçants. Ils ne sont pas contents de reprendre leurs activités parce que ce temps d'arrêt forcé, qui n'est pas des vacances, qui est ou en fait, qui est un véritable temps de vacances, c'est-à-dire d'absence d'obligation, parce que les vacances aussi, c'est épuisant. Hein? C'est pas, et ça a été démontré, les vacances les meilleures sont les plus courtes et près de son domicile. Alors, tout l'investissement symbolique qu'on met dans les vacances, on y pense, et ça peut se transformer en catastrophe bien souvent. Les lieux ne se révèlent pas aussi agréables qu'on l'avait imaginé, la météo inclémente, les relations interpersonnelles difficiles, le pays navrant, la surabondance de touristes gâchant le tout. Alors oui, 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 oui. Alors ces commerçants-là, c'est un temps tout à coup qu'il leur est offert pour réfléchir à leur manière de travailler. Certains ont compris qu'ils n'allaient pas dans la bonne direction et qu'il fallait qu'ils revoient leur copie. Ou que le temps qu'ils consacraient à cette activité, qui est quand même assez prenante, tenir boutique, eh bien, n'était pas tout ce qu'il y avait de plus important dans leur vie. Non, cette pandémie qui va nous révéler des choses assez étonnantes. Si jamais elle se termine, parce que plusieurs pensent aussi que nous sommes entrés dans un temps pandémique qui va s'étirer, qui va s'étirer sans fin. Alors aussi, donc je vous dis que je vous annonce le programme, j'ai retrouvé mon exemplaire de Vie et Destin de Vassili Grossman. Et n'est-ce pas Borges qui disait le meilleur endroit pour cacher un livre, n'est-ce pas la bibliothèque? Alors, il était dans ma bibliothèque, bien en vue de surcroît. Je le garde très, très, très près de moi. J'ai un drôle de rapport avec ce livre-là. Ouais. Il y a tellement de strates, il y a tellement de il est polysémique, il va dans toutes les directions. Et le miroir, hein, cette courbe inversée, parce que bon, les Soviétiques ont remporté ce qu'ils appellent, eux, la Grande Guerre patriotique et nous, ce que nous appelons la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez déjà aussi dans la terminologie, nous, forcément, c'est la guerre mondiale que l'on remporte. Et eux, la guerre patriotique, c'est leur guerre à eux. Mais l'antisémitisme, le régime stalinien l'a également, l'antisémitisme, il l'a également intégré. Alors, pendant que les Soviétiques combattaient les nazis, eh ben, le régime soviétique lui-même dévorait ses propres enfants issus du peuple d'Israël. Alors, c'est assez incroyable comme livre. Hein? Et donc, j'ai retrouvé le fameux chapitre où Frédéric Wiseman a fait un film qui est sorti en 2002, un film en noir et blanc, où on lit la lettre de cette fameuse lettre. Et j'ai retrouvé ça, et ce que je vous annonce aussi, c'est que je vais vous parler du dernier livre d'Agamben. Je vais vous parler également de Jérôme Pegnaud,
encore. Un exemplaire de son ouvrage de l'écriture à la typographie, mais ce qu'il y a de particulier, ce livre, c'est que c'est un exemplaire qui a appartenu au peintre Marcel Saint-Pierre, un peintre bien connu, hein, lauréat du prix Bordua, entre autres, et un peintre important, et qui est un fou de lecture. J'ai eu l'opportunité de me porter acquéreur d'une partie de sa bibliothèque, et tous ses ouvrages étaient violemment annotés à l'encre, mais intelligemment annotés. Alors, il a avalé des milliers de livres, ce peintre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi lire dans les traces d'un autre, hein? Parcourir le chemin de lecture sur le chemin fléché des annotations. Et quand c'est un peintre, alors qu'est-ce que ça veut dire lire dans le regard d'un peintre? Alors, c'est pas anecdotique tout ça. Et je ne crois pas qu'on ait suffisamment creusé la question de qu'est-ce que c'est qu'un livre qu'on a rendu à la vie en lui insufflant son esprit. Alors, j'ai eu envie aussi de vous parler de l'antipsychiatrie, dont il est toujours question en filigrane dans la lettre au recours chimique de Christophe Hénault. Il est toujours en filigrane parce que ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une démonstration intellectuelle, fort heureusement. C'est un récit, mais avec tellement de couches, et c'est clair, d'ailleurs, il le dit, je vais vous lire le passage, sur son rapport au livre, sur son rapport à la culture. Et il y a une citation, je lui ai envoyé un petit courriel ce matin pour lui demander si cette très longue vidéo-là ne l'avait pas embarrassé. Je n'ai pas osé lui dire est-ce que j'ai vu des choses que j'ai moi-même imaginées, ce qui serait le propre des livres importants aussi. On devient co-créateur avec le livre. On crée, nous aussi, à partir de ce livre souche. Et je m'a dit que non, que je ne l'avais pas embarrassé. Et je lui demandais aussi, elle était où, il avait trouvé où cette citation-là d'Edgar Morin qui dit que les autodidactes sont des déviants. Et déviant, c'est pas rien comme terme. Alors toute la journée d'aujourd'hui, dis-je, je me suis pensé comme un déviant. Et je me suis vu comme un déviant. Mais il y a longtemps, j'avais récusé, en tout cas pour moi-même, cette appellation d'autodidacte, jugeant qu'il n'y avait pas d'autodidacte. Qu'au fond, nous étions des hommes de livres, les livres nous façonnaient, les livres nous structuraient, les livres nous donnaient une assise, nous donnaient notre air d'aller, nous donnaient notre capacité d'étonnement, d'émerveillement, de réflexion, de poésie, de mise à l'écart, de mise en retrait, de dissidence, de pas de côté. Et que les livres, au fond, on leur devait tout. Hein? Et qu'on ne pouvait pas, quand on avait lu des milliers de livres, comme c'est le cas de Christophe Hénault et de moi-même, on ne pouvait pas se dire autodidacte. Mais assurément, peut-être qu'on peut faire nôtre le terme de déviant. Alors, j'ai réfléchi aussi à cette utopie de l'antipsychiatrie. Cette époque-là où il y avait des médecins, des psychiatres, qui rêvaient d'offrir une alternative, qui comprenaient bien que, au fond, c'était la société qui était profondément malade et que la figure du fou était un révélateur, était en creux le négatif de ce que Christophe Hénault appelle les normopathes. Hein? Cette passion pathologique de la normalité, de la normose, hein? cette névrose de la normalité, la normose, normopathe.
Et nous sommes environnés de normopathes, des gens qui font des efforts considérables pour se plier à ce qu'ils conçoivent comme étant la normalité. Il serait bien en peine de nous expliquer, sans doute, il nous dirait être normaux, c'est être comme tout le monde. Mais c'est qui ce tout le monde-là? Et c'est cette espèce de tout le monde imaginaire auquel on s'astreint à se conformer. Alors, c'est l'utopie monstrueuse de la normalité. Alors, c'est un entretien, c'est un documentaire, pour en revenir à la question. Christophe Hainaut m'a répondu. C'est un documentaire qu'il a absorbé, n'est-ce pas? Mais comme il a absorbé des milliers de livres, des milliers de films, une espèce d'incroyable éponge cérébrale, hyper cérébrale, une éponge que tout absorbé au fond. Hein? Et alors je vais vous lire aussi un petit passage tiré qui va me servir d'introduction au fond à la lecture de quelques passages. Je ne crois pas qu'elle va durer 1 heure, cette vidéo-là. J'ai encore eu une journée hyper occupée à la librairie. Depuis la rouverture, eh bien, il y a beaucoup de monde. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Les libraires en tout cas pendant cette pandémie, ont acquis une stature euh, jamais entrevue avant. En tout cas, pour ma part, je n'avais jamais vu ça. Là. Tout à coup, on semble, nous qui sommes dans la machinerie éditoriale, les derniers là, en bout de piste. Les premiers, évidemment. En fait, dans le cas des écrivains, ils sont à la fois les premiers et les derniers. Mais nous, on est les derniers, mais les derniers, là, je dirais. Vous voyez, je m'exprime peut-être pas trop bien sur la question. Mais après nous eh ben, les livres retournent. Ils ont une chance d'exister un peu pendant un court moment, de plus en plus bref, pressés par l'invraisemblable masse de livres. Là. Mais ça encore là, moi aussi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il y a trop de livres. Il n'y a pas assez de temps de lecture consacré. Il n'y a pas assez de gens qui font de la lecture une opposition. Mais voilà, mais je vais vous lire ce passage-là qui est tiré du dernier livre de Giorgio Agamben et après je vais enchaîner avec Christophe Hainaut. Donc, Autoportrait dans l'atelier, un livre très intéressant. Et ce qu'il a fait, Agamben, je vais vous en parler demain ou après-demain. Par contre, il y a une citation qui m'a fait réfléchir. C'est concernant Guy Debord. Et si dans ses livres et dans ses films, Guy revenait avec autant d'obstination sur sa biographie, sur les visages des amis et sur les lieux qu'il avait habités, c'est parce qu'il pressentait obscurément que se cachait là, précisément, l'arcane de la politique, sur laquelle toute biographie et toute révolution ne pouvaient que faire naufrage. L'élément authentiquement politique réside dans la clandestinité de la vie privée. Mais si l'on tente de s'en saisir, celle-ci ne nous laisse entre les mains que l'incommunicable, ennuyeuse quotidienneté. C'est la signification politique de cette vie clandestine qu'Aristote avait, sous le nom de Zoé, à la fois exclue de la cité et incluse en elle, que je commençais à interroger au cours des mêmes années. Je cherchais moi aussi, d'une autre manière, le passage au nord-ouest de la géographie de la vraie vie. J'ai bien ri avec mon cancer. Souci, on m'aime moins depuis que je suis guéri.
Pareil pour mes années de dépression, mes périodes suicidaires. Le cancer et la dépression sont mieux accueillis que les débordements de joie. Le plaisir à vivre, on vous le fait payer un maximum. Ne vous amusez surtout pas à l'exhiber. Rappel, soyez discret. Vivre, pour ceux qui savent ce que cela veut dire, vivre est devenu un espace de radicalité. Et je veux bien être un poil parano, voire champion du monde et cadre de la parano, mais il me semble que la question, quelle est la pathologie, cette question mord dans la jambe du vivre et dans l'exercice du vivre. Pour lui opposer une étiquette, tu veux écrire quoi de plus après Artaud et Sarah Kane? Remanier les traductions, remixer le remaniement, post-moderniser le remix. Rien de neuf n'est possible. Hors ton cri et tes capteurs sensibles, calés sur la fréquence d'autres cris, t'opposer à la foule. Essaie de dire ça à un psy lacanien. Il sera bien content. Faudrait peut-être un jour cesser d'aller voir les psys pour bastonner leur discipline, pour te les faire en 10 pages ou en 60. Tu fais quoi au juste? Tu vas chercher ton... Ou tu vas prouver au psy, scientifiquement et techniquement, que c'est un imbécile, un type limité intellectuellement et qui vit comme un rat. Rat devant lequel tu joues tout Shakespeare. Un rat assez bouffon pour t'évoquer le propice de la vie de couple, l'horreur de la vie de couple, pour te stabiliser, pour te rassurer, pour te ranger, te compartimenter dans un monde de logistique, avec pour seul système philosophique l'utilisation de son ordonnancier et l'utilisation du coupé-court à tout échange véritable, parce que les 15 minutes sont déjà écoulées et que tu n'as eu le temps de rien, de ne rien développer sur ce qui t'agite et fonde ta singularité et ton parcours. Tu rappelleras que tu as été un grand lecteur et que tu as été un grand cinéphile, et littérature et cinéma d'auteur, et tes amours aussi, sont une boîte à outils pour penser le monde et t'y mouvoir. Et ton amour et ton avidité à lire et à découvrir les œuvres t'ont rendu orgueilleux, très orgueilleux, et assez pour ne pas baisser la tête à renfort de « oui, monsieur », de « oui, madame », devant le pouvoir médical, le pouvoir psychiatrique et le monde enchanté de l'ordonnance, qui est la réponse à ton monde émotionnel, monde de référence et monde des arts, monde de création, profusion, monde aussi où repenser la relation à l'autre, et bien sûr l'espace amoureux, les agencements de l'amour, qui sont peut-être avec les joies partagées et le vivre en pleine nature, oui peut-être, et sans doute sont-ils l'envers psychiatrique et son antidote, l'addiction magique, le se droguer au plaisir, grimper, escalader les arts, joli lapsus, les arbres, sans peur de la redescente et de devoir crier au secours, d'avoir choisi la vie vive, la seule. Et là se dessine le ressort du texte, le levier qui vient ouvrir la porte de la cellule, le lieu d'isolement forcé et les bleus sous les sangles, ce monde de contention réelle ou symbolique. Et la question va changer. La question posée par le fou, les fous, les 10 000 questions adressées au vent, dont l'une pourrait être « Par qui et par quoi êtes-vous entravé pour jouir du vivre ?» Il y a ce geste d'écrire d'abord pour soi, uniquement pour soi, et peut-être un peu avec un égoïsme très sain,
pour des regards que tu as croisés. Ok, je veux bien être un déviant. Un autodidacte est un déviant. C'est Edgar Morin qui le dit. Edgar Morin qui sait ce que veut dire vivre, qui m'a touché en écrivant sur ce qu'est vivre. Ne sont pas si nombreux les vivants. Mon premier lecteur ne sera pas un activiste de l'antipsychiatrie. J'ai un loyer à payer et un ventre. L'adaptation n'est-elle pas le sésame d'une vie très douce? Je suis parano, et c'est donc un parano qui te le dit. On sera tous égaux devant l'euphémisme, devant l'incident nucléaire ou le grand effondrement. Elle arrivera bien tôt ou tard, la lutte des classes appliquées. L'heure du temps n'est pas un slogan ou une formule. Depuis à peu près toujours, j'ai mon temps pour moi, et n'est rien d'autre de mes soirées à me préoccuper que mes seuls plaisirs, et j'observe et j'écoute, et beaucoup n'ont même pas 1 heure par jour pour eux seuls. Opposer le monde psychiatrique à celui du jardin et du camion, des pieds nus dans l'herbe, des nuits derrière les petits rideaux, peau contre peau sous la couette, avec le vent qui entre dans le camion, et le bruit d'une chute d'eau, un monde sensoriel, et des valises, et coffres pleins de lettres, de ready-made, collages, poèmes, surprises, dessins, photographies, détournements, livres uniques, par milliers. Ici, en tout cas, il y a un passage absolument, en tout cas, j'ai noté à la marge du texte, criminel de paix. Hein? C'est peut-être ça, ça peut peut-être être ça le titre de la vidéo. Au fond, c'est un criminel de paix. Je dépense à peu près tout mon argent dans les livres, le train, les timbres et enveloppes colorées, un peu de bière et de vin, flâner sur les vides greniers, quelques cadeaux à ceux que j'aime. C'est tout. Interroger ma responsabilité. Je réponds de ma responsabilité seulement devant le tribunal international de la haie. Ce monde de vacuité où il faut apprendre à se mouvoir. Ah ben oui, ici, ce rêve ici, il se fantasme en grand criminel de guerre. Hein? Le tribunal international de la haie, c'est là où sont jugés les crimes des grands assassins. Je ne vais pas tout vous lire quand même parce que je veux vous donner le goût de le lire. Peut-être un petit dernier passage. Attendez. Et en revenir alors du temps, à ce qu'on ne me pardonne pas, même avec mes 7h30 par jour, je parviens à me nourrir de littérature, de pensée et de correspondance. On ne me pardonne pas de ne pas être enlisé. De ne pas vivre en parfait esclave est une pathologie. Vivre est une pathologie. Vivre est une pathologie n'est pas une formule, une pensée radicale. C'est juste très au-dessous de la réalité, grisée d'amour et entourée de cadavres, qui fausse ma perception. Je les rencontre bien peu, les vivants, et ils sont pourtant nombreux, et je suis bien imbécile et prétentieux dans mon isolement à les oublier, et je veux bien considérer et aimer les plus vivants que moi,
avec en creux cette peur si souvent de vivre si peu. Ah ben voilà. Et comme j'ai mal prononcé le nom de la maison d'édition, j'espère que cette fois-ci je vais y parvenir. Etalides. Etalides. Maison d'édition qui est basée à Lyon. Alors je vous montre le livre, encore, tenez. De Christophe Hainaut, Lettres au recours chimique. Je pense en avoir dit tout le bien que j'en pensais. C'est un livre très crypté, très crypté. C'est un livre savant, au fond. Et de la vraie science, là. Celle qui ne paraît pas. Tout est brodé, tout est une courte pointe. Alors voilà. Ben, écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Alors dans les prochains jours, je vais vous parler encore de Jérôme Peignot. Je vais vous parler de Christian Prigent et je vais vous parler également du dernier livre, du plus récent livre euh, de Giorgio Agamben. Alors, je n'en dirai pas davantage, mais j'ai cette petite citation sur, au fond, le vrai combat politique. Il est dans la vie privée, il est dans l'intime. Le vrai combat, là. C'est ce qu'on peut, pressentir, en tout cas, qui est en filigrane de ce magnifique récit, Lettres au recours chimique. Et il nous a offert un prisme. Il nous a offert un prisme. Et il y a des passages d'une extrême drôlerie que je ne vous ai pas lus, sur les douches, par exemple, avec l'horrible métaphore, mais on rit quand même, euh, des douches, des camps. Et tout ce que... En fait aussi, il y a cette expression-là qui revient, hein, voir nos espoirs doucher, n'est-ce pas? C'est assez horrible, là. On dit comme ça, voir nos espoirs doucher, mais quand on y réfléchit un peu, c'est extrêmement grave comme image, au fond. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et, et à demain. Oui, oui, je m'étais engagé à faire des vidéos jusqu'au 8. Alors, on est rendu le 10. Je ne pense pas que jouer les prolongations. Je pense que c'est peut-être en 2012, j'ai été là, d'ailleurs, c'est là où, sur ma première chaîne, il y a 1100 vidéos. Et en 2012, je pense qu'il y a une journée où je n'ai pas fait de vidéo. Et 2012, vous savez, c'est l'année du printemps québécois. C'est une année pleine de feu. Et là, ici, le feu couvre là, sous la marmite sociale. Et des couvre-feux, des mesures de containment aussi puissantes, avec des barrages routiers là, qui vont bientôt qui vont être mis en place. Ce n'est pas anecdotique. Il y a des choses là, qui sont en train, des choses assez effrayantes qui sont en train de macérer là, dans la marmite. Et à un moment donné, la marmite elle va exploser, ça va être comme un presto. Et là, tout ce qui est en train de se créer euh, comme, comme colère, comme chagrin, comme remise en question, eh bien, va nous sauter au visage, là. Et plus le couvercle est mis, plus le couvercle est installé durement, eh bien, plus ce qui se trame sous le couvercle promet d'être assez effrayant, je pense. Il n'y aura pas que des belles choses qui vont sortir de tout ça. Mais nous, j'allais dire nous éternels étudiants, j'allais dire aussi nous, juifs fastidiques, hein, qui passons notre vie à étudier. Au fond, il n'y a que ça qui nous intéresse. Hein. Vous vous souvenez, les plus vieux,
peut-être les plus jeunes, ça n'existe plus, cette catégorie-là. En fait, ça n'existe plus. Mais autour des années 50, des années 60, il y avait la figure euh, critiquée durement de ce qu'on appelait l'éternel étudiant. L'éternel étudiant, c'était généralement un homme, euh, pas tout à fait encore entré dans l'âge mûr, mais parfois aussi entré dans l'âge mûr, qui ne faisait qu'étudier et qui se refusait d'une certaine manière à entrer dans la vie civile. Et cette figure-là, elle était honnie, elle était critiquée, elle était vue comme faiblarde, ringarde, frileuse, incapable de faire face aux défis de la vie moderne. Et si cette bienheureuse figure talibanesque des éternels étudiants qui ne font qu'étudier, et si au fond c'était l'avenir tout à coup, pas que le refuge dans les bibliothèques ou dans les réflexions ou dans les livres ou dans la poésie ou dans les récits, mais une manière autre d'être au monde, une manière autre justement de vivre le politique. Non pas refuge, mais enceinte. Non pas chambre close, mais château de l'âme. Non pas prison, mais jardin fermé. Non non pas asile, ou asile pour de vrai, ou cloître. Non pas caserne, ou bureau, mais bibliothèque, alcôve, lieu d'étude, mise en retrait, protéger quelque chose, maintenir quelque chose, rester vivant. Et cette expression-là au Québec, hein, qu'on entend parfois une expression méprisante, on dit de quelqu'un, pour évidemment le descendre, l'humilier, on dit il n'a pas de vie. C'est une expression qu'on entend souvent. Ah, il n'a pas de vie, lui. Il n'a pas de vie, là. Il y a une différence entre ne pas avoir de vie et être en vie. Ne pas avoir de vie, c'est même pas exister. Avoir une vie, c'est la possibilité d'exister de manière magistrale, de manière au-dessus de nos moyens, au-dessus de nos forces, vivre au-dessus de nos forces. Cette expression-là, méprisante, on l'entend souvent, ça, pour juger, pour blâmer, pour juger durement quelqu'un. Il n'a pas de vie. Il y a comme ça des formules hein, qui sont lancées, là, qui sont terriblement blessantes, qui sont jetées au visage des gens comme ça. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Alors, je vous répète le titre, Lettre au recours chimique de Christophe Hainaut dans la collection Freak, et c'est dans la maison d'édition Etalides, n'est-ce pas? Alors, merci Christophe, merci, et merci à vous qui m'écoutez. Nous sommes une petite poignée hein, réunis autour de cette communauté de l'atelier librairie. C'est assez curieux, je conclue là-dessus. Il y a des journées où il y a 3-4 personnes qui rentrent à la librairie et qui me parlent des vidéos. Et c'est assez curieux parce que, bon, parfois, évidemment, on n'est pas toujours d'accord avec moi. Et moi-même, je ne suis pas toujours d'accord avec moi, soyez-en rassurés. Avec le recul, ou même après ça, je me dis, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment... Mais c'est qu'on appelle ça quoi, un stylo micro. Alors, en fait, des fois, je parle pas pour m'écouter, je parle pour m'entendre. Ou je parle pour voir toutes les choses qui peuvent surgir comme ça à l'improviste de mon esprit qui part. Une manière de rester vivant, une manière d'être un super vivant peut-être. Alors, ces jours derniers, vous avez été quelques-uns à mentionner, même il y a tout à l'heure, il y a Eric, je ne sais pas s'il va m'écouter aujourd'hui, qui
qui m'observait parce que la librairie était fermée là, pendant toutes ces journées. Et je faisais les vidéos près de la vitrine, là, avec avec la rue derrière. Et il me disait parce qu'il habite à côté de la librairie, il me disait que passant sur le trottoir, il m'observait de dos, gesticulant, et là, il m'imitait. Et, et que j'avais l'air d'un genre de chef d'orchestre euh, demandant à ses livres, aux livres réunis sur les rayonnages, d'entonner une symphonie. Que j'avais l'air de... Allez, musique, les livres. Ouais. Alors, j'imagine que comme ça, dans une soirée d'hiver, d'avoir un type comme ça dans sa vitrine en train de gesticuler devant son écran. Ça doit être un étonnant spectacle. En tout cas, je vous remercie d'être avec moi. 33 minutes, c'est bon pour ce soir. Alors, à demain. À demain avec très certainement Agamben. Ouais. Allez, merci. Bonsoir.